Bien, bonsoir à tous, il est 20 heures. On va démarrer ce nouveau webinaire. Merci à tous de votre fidélité, merci d'être là. Merci évidemment à Nathalie et Nick d'être là et de nous éclairer sur ce sujet difficile. Et merci à Jean-Paul Krivine d'avoir accepté de servir d'intervieweur. Comme d'habitude, je vais démarrer par une petite présentation du webinaire, très rapide cette fois-ci, de façon à ne pas perdre de temps. Nous allons parler donc avec Nathalie Hennig ce soir de la neutralité du chercheur. Un petit rappel de ce qu'est l'AFIS et ce que sont les webinaires en particulier. Ils sont organisés par un petit groupe d'adhérents bénévoles, bien sûr, de l'AFIS. Programmation régulière, on essaye de se tenir à 2 par mois jusqu'à mi-juin. Toujours exigeante en ce qui concerne les compétences des intervenants. Les webinaires sont tous enregistrés, évidemment, avec l'accord des intervenants, et les adhérents de l'AFIS ont accès aux vidéos une fois montées sur leur compte AssoConnect. Les choses évolueront, on vous le dira rapidement. Bien sûr, les opinions exprimées par nos conférenciers sont celles des orateurs et pas nécessairement celles de l'AFIS, qui appellent à une séparation claire entre l'expertise scientifique et la décision. Nathalie Hennig est directrice de recherche en sociologie au Centre national de recherche scientifique. Elle est spécialisée dans de nombreux champs de la sociologie et a écrit de très nombreux ouvrages, des ouvrages de sociologie, je vous en ai deux ici, mais aussi, et c'est ça qui était intéressant là, Nathalie Hennig fait la part entre ce qui est son métier de sociologue et ce qui est son métier de citoyenne, et donc elle s'exprime dans d'autres ouvrages. Nous en parlerons pendant l'exposé. Très rapidement, le cadre, la neutralité du chercheur. C'est un débat de société tout à fait actuel. J'en veux pour preuve le chapeau que j'ai trouvé sur ce journal écologiste, qui est assez étonnant quand on le lit très précisément. Notre rôle à l'AFIS, c'est d'éclairer scientifiquement les débats de société. Nous y sommes tout à fait. Ce soir, nous avons la chance donc d'avoir Nathalie Hennig avec nous, et elle dialoguera avec Jean-Paul Krivine. Eh bien, bonsoir. Merci Jacques. Merci Nathalie de vous prêter au jeu des quelques questions que j'ai préparées. Donc, juste pour introduire et venir aux premières questions, quand on m'a proposé d'animer la session en posant un certain nombre de questions, j'ai commencé à me plonger dans les livres de Nathalie. J'en ai lu 4 dans le mois précédent, et en particulier un que tu as mentionné, Jacques, qui s'appelle Des valeurs, une approche sociologique. Et j'ai trouvé des tas de choses très intéressantes, en particulier sur le sujet de ce soir. Je rappelle qu'on a dit quelques mots. L'AFIS entend apporter un éclairage scientifique sur les débats de société, et on met souvent en avant une sorte de slogan qui dit: la science dit ce qui est, les faits, mais ne dicte pas ce qui doit être, les opinions, les valeurs. Et j'ai trouvé dans l'ouvrage de Nathalie des tas de choses qui renvoient à cette question éminemment complexe que l'on va essayer de creuser. Alors, je vais commencer par déjà donner le plan. On va aborder en 2 parties finalement, enfin 3, mais on va parler de neutralité axiologique, un certain nombre de questions. La neutralité des chercheurs, c'est dans le titre. Là, il y a un autre adjectif qui arrive, axiologique. On va parler de faits et de valeurs. Et après, on basculera dans le temps restant sur un volet qui est un petit peu moins, comme le disait Jacques, sur le métier de sociologue, mais plus sur l'engagement citoyen, qui est le wokisme. On essaiera quand même d'abord de définir, hein, j'ai mis des guillemets parce que c'est un terme qui est souvent employé, et d'essayer de le mettre en relation avec ce qu'on aura dit avant. Alors, neutralité axiologique, Nathalie, ça veut dire quoi? Neutralité des chercheurs, neutralité axiologique. On pense Max Weber, pour ceux qui ont un petit peu regardé, mais est-ce qu'on peut nous en dire plus, et qu'est-ce qu'on met derrière? Qu'est-ce que Max Weber mettait derrière? Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Oui, alors c'est une question extrêmement discutée, surtout maintenant, pour des raisons que j'expliquerai tout à l'heure. Alors, en gros, pour aller très vite, hein, c'est la nécessité pour un chercheur de suspendre l'expression de son opinion personnelle dans le cadre de son travail d'enseignant ou de chercheur, donc de transmetteur ou de producteur de connaissances, et de réserver cette production d'opinion à l'espace civique, disons, de la citoyenneté. C'est comme ça, en tout cas, que je lis cette injonction. Axiologique veut dire simplement ce qui a rapport aux valeurs. Hein. On n'a pas d'autres
adjectif en français pour désigner ce qui a rapport aux valeurs. Donc, c'est pour ça que le premier traducteur de Weber en français, Julien Freud, a utilisé ce terme d'axiologie. Donc, c'est en fait quelque chose d'assez simple, mais pour l'illustrer, d'abord, c'est très controversé, donc à nouveau, j'expliquerai pourquoi, mais pour l'illustrer, et comme vous m'aviez demandé d'expliquer un tout petit peu ce que peut être la sociologie, puisque une partie de nos auditeurs ne sont pas forcément familiers avec cette discipline, j'ai choisi de vous raconter une enquête que j'ai faite il y a 40 ans pratiquement et qui m'a d'emblée plongée dans cette question de la neutralité, dans cette obligation de la neutralité. Et en vous racontant cette enquête, je vais essayer de vous expliquer un tout petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas la sociologie, ce qu'elle est et ce que sont ses limites. Alors, cette enquête, c'était lorsque j'ai appris en 1985 que, donc c'était oui, il y a presque 40 ans, que l'artiste américain, enfin l'artiste d'origine bulgare, passé par la France et habitant aux États-Unis, qui s'appelait Christo, qui est mort récemment, s'apprêtait à emballer le Pont Neuf, bon, c'est-à-dire à entourer pendant 15 jours le Pont Neuf de Paris d'une toile, et que c'était ce qu'on appelle une installation, et que c'était donc une œuvre d'art, bon, au titre d'œuvre d'art. Et je me suis dit, pour un sociologue, c'est un sujet magnifique, parce qu'évidemment, il est totalement contre-intuitif et atypique, et donc amène des questions qui sont tout à fait passionnantes à étudier. Alors, et là, je reviens à la question de ce qu'est la sociologie. J'aurais pu le faire à la lumière, par exemple, de la sociologie du travail. Et là, j'aurais observé le travail des différents acteurs sur ce chantier, la division du travail, les techniciens, les acrobates qui devaient monter les tissus, les concepteurs du projet, Christo lui-même en producteur d'œuvres plastiques dont la vente a permis en grande partie de financer l'opération, etc. Bon, ça, c'est une possibilité de faire un certain style de sociologie à travers cet objet. J'aurais pu aussi travailler en sociologie des professions et expliciter les différents types de compétences et les différents types de métiers présents sur le chantier. J'aurais pu faire une sociologie économique et travailler sur le montage financier, les différentes sources de revenus et la façon dont les acteurs de l'opération ont obtenu des financements. J'aurais pu également le prendre du point de vue d'une sociologie politique et m'interroger sur la façon dont les responsables politiques, à l'époque Jacques Chirac pour la ville de Paris, le ministère de la Culture, Jacques Lang, etc., ont collaboré pour donner les autorisations nécessaires. Bon, et donc avec toutes les tensions politiques à l'époque. Bon, enfin, voilà, il y a toute une série de types de sociologie qui auraient pu être mises en œuvre à ce propos. Euh, Évidemment, il n'y avait pas beaucoup de matière à faire de la sociologie de la santé. En revanche, il y avait matière à faire de la sociologie des organisations. Vous voyez, donc un même objet peut revêtir toutes sortes de types de sociologie. Et puis, bien sûr, j'aurais pu l'aborder, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, du point de vue de la sociologie de l'art. Mais là, se pose la question, quelle sociologie de l'art? Si j'avais eu 20 ans si on avait été 20 ans en arrière, disons, dans les années 60, eh bien, ma sociologie de l'art aurait consisté à essayer de comprendre dans quelle mesure cette proposition était un reflet de société, hein, par exemple. Bon. Mais c'est un style de sociologie qui est vraiment tout à fait passé de mode et qui n'a, à mon avis, jamais rien donné d'intéressant et que je me suis toujours refusée à pratiquer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pratiquer une sociologie donc des professions artistiques, hein, sur la question du statut d'artiste qui m'a beaucoup occupée depuis ma thèse, une sociologie des intermédiaires de l'art, comment les critiques d'art, les conservateurs de musées, les commissaires d'exposition, etc., les galeristes interviennent dans le monde de l'art, et puis une sociologie de la réception, c'est-à-dire comment les différents publics perçoivent une proposition artistique. Et c'est spécifiquement sur cette question de la réception que je me suis focalisée, mais vous voyez que c'est une problématique parmi beaucoup d'autres possibles. Voilà, ça c'est un premier
une première prise en main, disons, de cette question de ce qu'est la sociologie. Je peux enchaîner tout de suite avec la question de la neutralité, sauf si vous voulez me poser des questions. Non, je pense qu'on peut enchaîner. Je D'accord. crois que ça éclaire. Et... Voilà. Et donc, étudiant la réception du Pont-Neuf de Cristaux, je me suis évidemment trouvée confrontée à des gens qui étaient très pour, des gens qui étaient très contre et des gens qui ne savaient pas quoi en penser. Ce qui m'a intéressé d'abord, c'est d'aborder cette proposition, je ne dis pas œuvre exprès parce que son statut même d'œuvre d'art était très controversé, donc je parle de proposition artistique. Son statut de proposition a été l'occasion d'une production d'opinion, mais aussi d'une production de suspension d'opinion. C'est-à-dire que la proposition était tellement atypique que beaucoup de gens ne savaient tout simplement pas quoi en penser, et c'est d'abord ce qui m'a intéressée. Avant de m'intéresser au contenu, est-ce que les gens sont pour ou contre, je me suis intéressée à la question de savoir dans quelle mesure des gens se retrouvent en situation de vouloir ou pas exprimer une opinion. Et je me suis trouvée face à beaucoup de gens qui ne savaient tout simplement pas quoi en penser. Et puis, bon, il y a évidemment ceux qui donnaient des arguments en faveur de l'œuvre et ceux qui donnaient des arguments de contestation. Et c'est d'ailleurs, ce sont ces contestations qui m'ont amené quelques années plus tard à faire une grande enquête qui m'a pris plusieurs années sur les rejets de l'art contemporain, parce que j'ai réalisé grâce à cette enquête qu'il y avait là matière à quelque chose de passionnant. Je précise que sur le moment, je n'ai pas pu publier cette enquête pour toutes sortes de raisons liées à la fois au surmenage et au coût des reproductions dont je pensais qu'elles étaient nécessaires et qui en fait se sont avérées tout à fait superflues. Et ce qui m'a permis longtemps après, c'est-à-dire en 2020, au printemps 2020, il y a exactement 4 ans, de publier cette enquête grâce à un petit éditeur extrêmement méritant et courageux qui s'appelle Thierry Marchès, Marchai2SE. Si vous souhaitez lire cette enquête, qui, à mon avis, est une des meilleures enquêtes que j'ai faites, bien, vous pouvez l'acheter chez Thierry Marchès. Donc, ça s'appelle Le Pont-Neuf de Cristaux, ouvrage d'art, œuvre d'art, ou comment se faire une opinion. Donc, on voit bien comment la question de l'émergence de l'opinion est centrale, et aussi la question de la qualification de l'objet, puisque est-ce qu'il s'agit d'un ouvrage d'art, le pont, ou d'une œuvre d'art, l'installation de cristaux, et évidemment les opinions ne cessaient d'osciller. Et donc, dans cette oscillation des opinions, je me suis trouvée évidemment face à cette évidence qui est que si moi-même j'avais voulu, dans mon enquête, imposer ma propre opinion, je n'aurais strictement rien compris. Je ne me serais pas donné les moyens de comprendre les fondements des opinions des uns et des autres. Et j'ajoute que moi-même, je n'avais pas d'opinion. C'est-à-dire qu'à force d'entendre les opinions contradictoires des uns et des autres, j'étais totalement incapable d'émettre une opinion sur le sujet, où je retrouvais là d'ailleurs la situation de suspension d'opinion dans laquelle je m'étais trouvée peu auparavant, en 1982, lorsque j'avais travaillé un petit peu sur les opinions sur la corrida, avec les pour et les contre, qui a été donc ma première entrée dans la problématique de ce que je n'appelais pas encore à l'époque une sociologie des valeurs, mais qui deviendra, qui se développera dans la direction que j'ai prise maintenant de sociologie des valeurs, et où évidemment, si le sociologue décide de faire son enquête de façon à étayer sa propre opinion, il passe totalement à côté de son objet. Et c'est vraiment en travaillant sur les valeurs et en travaillant sur les opinions qu'on se rend compte à quel point la neutralité est une condition indispensable pour pouvoir tout simplement traiter son objet. Ça a été pour moi absolument fondamental. Et je crois que c'est grâce à cette enquête que j'ai vraiment compris l'importance de cette injonction de neutralité qui est devenue l'ennemi de ce que j'appelle les académo-militants. C'est un terme que j'ai forgé dans mon tract chez Gallimard en 2021, intitulé « Ce que le militantisme fait à la recherche ». Les académo-militants, ce sont des membres du monde académique, c'est-à-dire des enseignants-chercheurs, qui utilisent leur position pour faire passer des positions militantes. Et il y en On a... va,
Il y en On a va d'autres. revenir effectivement sur Oui, ce point. voilà. Donc, je comprends bien que la neutralité axiologique, donc, c'est suspendre son jugement dans son travail de chercheur. Mhm. Et c'est aussi, vous l'avez clarifié, ça ne veut pas dire, parce que parfois je vois des controverses autour de ça, que le chercheur n'aurait pas le droit d'intervenir dans une autre arène qu'est l'arène citoyenne, d'ailleurs vous le faites, pour exprimer son opinion. C'est-à-dire que la neutralité axiologique, au sens de Weber et au sens que vous développez là, n'est pas d'interdire aux chercheurs, au nom de la science, de donner son opinion, simplement de séparer les deux. On va y revenir, mais je voudrais poser maintenant quelques questions autour de la neutralité axiologique. Ça paraît un principe très simple. Quand on fait de la recherche, on s'intéresse aux faits et on produit la connaissance. Et l'opinion, et vous l'avez bien illustré, qu'on peut avoir sur les sujets qu'on traite n'a pas à interférer. Pour autant, je donne au moins trois arguments qu'on rencontre souvent et que j'aimerais que vous commentiez pour, pour voir dans quelle mesure c'est vraiment possible. Le premier, c'est de dire que finalement, le chercheur, il fait partie d'un groupe. Il a, je veux dire, de plusieurs groupes. Il est chercheur, mais il est aussi citoyen. Il peut être inséré dans des, je veux dire, des milieux sociaux. Donc, est-ce qu'il peut réellement séparer les deux domaines, celui de ses travaux de recherche et celui de son engagement ou de son implication citoyenne? La deuxième question, je les pose toutes et puis je vous laisse développer, c'est, on parle de neutralité, mais en fait, je mets la science entre guillemets, parce qu'il faudrait justement définir ce qu'on met derrière, n'est pas toujours neutre, elle n'est pas neutre dans pas mal de ses facettes. Dans la facette institutionnelle, des institutions sont par nature des constructions sociales, donc ne sont pas neutres. Les budgets de la recherche, on décide de mettre de l'argent sur certaines choses et pas d'autres. Les applications, ce qu'on va faire d'un certain nombre de découvertes scientifiques, je veux dire, n'est pas neutre, les décisions qu'on prend derrière. Donc ça, c'est le deuxième argument. Et puis le troisième argument que j'ai trouvé, c'est peut-on, en tant que chercheur, être neutre quand on étudie des choses qui sont moralement inacceptables? Donc voilà, ces trois questions pour vous faire commenter cette question, c'est-à-dire la neutralité axiologique, est-elle vraiment possible? Y a-t-il vraiment pas de limite à la mettre en œuvre? C'est aussi simple. Alors, oui, c'est la question de la possibilité de la neutralité et non pas la question de sa légitimité, qui est encore une autre question dont on traitera, hein. Donc, sur le premier argument, l'idée qu'il serait difficile pour quelqu'un de faire la séparation entre ce que j'appelle les arènes, hein, l'arène citoyenne de l'engagement et puis l'arène professionnelle, académique de la production de connaissances. Moi, c'est un travail à faire sur soi, mais c'est pas compliqué. Enfin, pour moi, ça me paraît évident. Nous sommes une même personne, mais cette même personne n'a pas le même statut selon les différents contextes et nous savons très bien comment nous adaptons nos comportements aux différents contextes. On ne fait pas forcément les mêmes choses dans le contexte familial ou dans le contexte professionnel. C'est exactement la même chose. Selon qu'on intervient dans l'espace public pour prendre des positions politiques ou selon qu'on donne un cours, eh bien, on ne dit pas la même chose et on ne se comporte pas de la même façon. C'est une plasticité identitaire que nous savons tous très bien maîtriser et je ne vois pas au nom de quoi on l'a considérée comme plus compliquée à produire dans le domaine scientifique que dans toutes sortes d'autres domaines où on l'utilise tous les jours. Voilà, donc il faut vraiment avoir une conception extrêmement rigide du comportement humain pour imaginer que les gens ne soient pas capables d'adapter leur façon d'être et leur façon de penser et de parler aux différents contextes dans lesquels ils se trouvent. En tout cas, je peux vous dire que l'expérience m'a montré que dans pratiquement toutes mes enquêtes, j'ai travaillé sur des objets controversés. Hein, c'est vraiment, pour moi, heuristiquement, c'est très important. Et donc, je sais très concrètement comment faire pour faire en sorte que le chercheur n'introduise pas dans son travail les controverses des acteurs, qu'il les introduise à titre d'objet d'enquête, mais non pas à titre de posture. Je vous donne juste un exemple. Quand j'ai travaillé sur l'art contemporain en montrant comment le propre d'une œuvre d'art contemporain, pour qu'elle soit qualifiée d'art contemporain, il faut que l'on reconnaisse qu'elle transgresse une frontière. Donc c'est vraiment la notion de transgression qui est au cœur de ce que j'ai appelé le paradigme de l'art contemporain. J'aurais pu utiliser un autre vocabulaire, j'aurais pu utiliser le vocabulaire de la provocation, mais c'est le mot qu'utilisent les adversaires de l'art contemporain. J'aurais pu utiliser le mot de subversion, c'est le mot qu'utilisent les turiféraires, les
propagandiste de l'art contemporain. En utilisant le mot transgression, eh bien, j'ai utilisé un terme neutre qui peut être perçu soit négativement, soit positivement, soit de façon neutre. Et c'est justement en faisant une police du vocabulaire qu'on utilise que l'on peut construire cette position de neutralité. Elle n'est pas forcément donnée d'emblée, elle se construit et ça fait partie de la compétence du chercheur au même titre que la capacité à lire ceux qui nous ont précédés, la capacité à construire des méthodes de recherche, une bibliographie, etc., etc. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième, rappelez-moi, oui, c'est que la science n'est pas La neutre. science n'est pas toujours neutre. Bien sûr. Mais il faut faire une différence entre euh, ce que Weber appelait le rapport aux valeurs et le jugement de valeur. Le rapport aux valeurs, c'est toute cette ambiance dans laquelle nous sommes et nous vivons sans forcément en avoir conscience et qui fait que nos perceptions, nos représentations, etc., sont teintées de positions axiologiques, de c'est bien, c'est pas bien, etc. On n'en a pas forcément conscience et bien évidemment, notre rapport au monde est fortement influencé par en effet, des cadrages économiques, des cadrages politiques, etc. Mais cette ambiance, hein, on peut dire c'est un cadre, ça n'est pas la même chose que de proférer un jugement de valeur en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, voyez. Et c'est sur ce second élément que porte l'impératif wébérien de neutralité. L'impératif wébérien, c'est pas de dire que nous sommes totalement libre de toute forme de valeur, c'est de dire simplement que nous devons suspendre ce qui relève d'un jugement de valeur. Et ça, c'est autre chose que d'être influencé, disons, par des valeurs ambiantes. Voilà. C'est comme ça que je répondrai à cette deuxième objection. C'est pas la science d'ailleurs qui est neutre ou pas, c'est le travail du chercheur. Hein. C'est beaucoup plus concret que ça. Si on dit la science n'est pas neutre, en effet, mais c'est une entité abstraite, la science. En revanche, si on regarde concrètement tel texte de tel chercheur, là, on peut dire, tiens, ce terme-là n'est pas neutre, alors que celui-ci l'est. Donc, c'est beaucoup plus concret que ça. Si j'essaye de préciser sur ce point, parce que j'ai vu Oui. beaucoup de discussions autour de ça, le choix, par exemple, des questions que le sociologue ou que le chercheur va se poser n'est pas neutre parce qu'il procède de choix de budget. Par contre, la manière de le traiter, elle doit garder la neutralité du chercheur. Et il pourrait tout à fait d'ailleurs prendre comme objet de recherche pourquoi ces objets, plus que d'autres, sont l'objet d'un financement, mais il doit garder cette neutralité. C'est bien ça? Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'il prend une distance par rapport à son objet de façon à introduire dans son objet les raisons pour lesquelles son objet peut être jugé intéressant, pas intéressant, peut être investi par les gens, etc., etc. Donc, il ne s'agit pas d'éliminer cette dimension normative de nos objets, mais d'en faire l'objet de notre réflexion et non pas le point de départ de notre réflexion. C'est ça la différence. J'ai La oublié votre troisième, question. la Pardon. troisième question, bon, était un peu dans le prolongement. Est-ce qu'on peut réellement, mais c'est comme vous dites, c'est peut-être une habitude d'apprendre, mais tenir cette chose-là sur des objets de recherche qui sont moralement inacceptables et très durs. Donc j'ai vu des controverses autour de ça. Non J'imagine que seulement on peut, mais on doit. Et on doit. on est d'autant plus tenu de respecter la neutralité, l'absence de normativité, qu'on a affaire à des objets très lourds du point de vue moral. Moi, je dois dire qu'une des premières enquêtes que j'ai menées juste avant celle sur le Pont-Neuf de Christo, c'était ma collaboration à un magnifique travail de Michael Pollack, qui est un chercheur malheureusement disparu beaucoup trop tôt, et qui a travaillé sur les témoignages de rescapés des camps de concentration. Donc, les témoignages de déportation, il a été un des premiers à le faire au tout début des années 80. Il m'a demandé de l'aider à travailler sur ces témoignages. On ne peut pas imaginer un objet plus moralement problématique que cette question de la déportation. Là, j'ai aussi évidemment ressenti de façon très évidente et très intime la nécessité d'une mise à distance. Si je m'étais contentée d'exprimer mon horreur face à ce que racontaient ces personnes, ou ma compassion face à ce qu'elles ont subi, ben, j'aurais pas fait mon travail de sociologue. J'aurais peut-être fait quelque chose qui relève
de la position morale d'un citoyen ou d'un être humain, mais on n'est pas payé pour être un être humain ou pour être un citoyen. On est payé par nos concitoyens grâce aux impôts et via le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour produire de la connaissance et du savoir. Ça n'a rien à voir avec produire de l'empathie ou de la dénonciation. Donc, non seulement on peut, mais on doit et on peut le faire. Je me suis tenue, en effet, dans toute cette enquête, notamment grâce au conseil de Michael, à cette position de mise à distance, de réflexivité et oui, de mise à distance des émotions. D'ailleurs, je me suis beaucoup appuyée aussi là-dessus sur le travail d'un de mes sociologues préférés, qui est Norbert Elias, dont un des grands livres s'intitule Engagement et distanciation, et qui vous intéressera d'ailleurs si vous ne l'avez pas lu, et qui montre comment la science est construite sur la capacité des chercheurs à prendre de la distance, à se détacher par rapport à leurs engagements personnels, et comment c'est cette capacité de mise à distance qui produit l'esprit scientifique. Voilà. Alors, avant de faire justement de passer à la série de questions suivantes, là, vous avez parlé en tant que sociologue, mais c'est beaucoup plus large en tant qu'objet de sur quoi porte votre discours. Le petit schéma que j'ai mis en bas fait référence au changement climatique. Et effectivement, si je comprends bien ce que vous dites, c'est que ça s'applique aussi pour les chercheurs qui sont dans le climat ou qui sont sur des sujets de biodiversité, de ne pas mélanger l'opinion qu'ils peuvent avoir sur ce sujet, sur les solutions qu'ils pourraient mettre en œuvre, de la production de connaissances dans le domaine. C'est pas ce que vous avez dit réservé au domaine sociologique. Bien sûr, ce qui n'empêche pas que très souvent, nos choix d'objets sont dictés par des indignations ou par des motivations fortement normatives, ce qui est normal. On est là, on est inquiet, on s'indigne, etc. Et donc, on a envie d'étudier. Mais à partir de ce choix d'objets qui va nous aider à nous impliquer dans une recherche, il y a tout un travail de mise à distance qu'il faut faire pour passer de cette implication, soit par l'indignation, soit par l'inquiétude, soit par la compassion, tout ce qu'on veut, à une posture analytique, analytico-descriptive, comme je dis souvent, qui va viser la compréhension et l'explication. Et là, il y a encore une fois tout un travail quasi méthodologique à faire sur soi-même pour obtenir cette prise de distance. Mais donc, ça ne veut pas dire que nous sommes totalement à distance d'emblée de nos objets de recherche. Nous sommes très souvent guidés dans nos choix d'objets par des intérêts qui sont des intérêts normatifs. Mais de l'intérêt initial au travail que nous faisons en tant que chercheurs, eh bien, il y a toute la distance qui nous permet donc de construire une position de chercheur, donc une position d'observation et de compréhension et d'analyse. Et d'ailleurs, on voit bien comment si d'emblée on voulait modifier, enfin, on voulait orienter nos résultats en fonction de nos prises de position de départ, ce serait plus de la science, ce serait juste de l'idéologie vaguement maquillée en soi-disant science. C'est ce que font aujourd'hui les académiens militants, notamment en sociologie et en anthropologie. Alors justement, ça me fait la transition sur le jeu de questions suivante. En fait, la question que j'ai envie de poser, c'est celle qui est tout en bas. La neutralité axiologique telle que vous l'avez décrite, est-ce que c'est finalement un choix alors là, on va plus parler sociologie, mais un choix personnel du chercheur, c'est-à-dire qu'on peut y adhérer ou pas, et puis ça fait deux branches de la sociologie ou deux branches d'une discipline, sachant, et j'ai mis un certain nombre d'éléments au-dessus, c'est que pour un certain nombre de personnes, il y a une revendication de ne pas suivre cette neutralité. Je cite, bon là, qui est la première citation, c'est une association qui intervient dans l'arène citoyenne et qui dit l'injonction à tenir un discours scientifiquement neutre vis-à-vis des enjeux sociétaux la dépossède de toute influence. Ça veut dire que finalement la sociologie ou la science n'a plus de valeur, n'a plus d'influence. Je peux répondre tout de suite à ce premier. Qui est lié d'ailleurs à la dernière question à la citation d'Émile Durkheim
Durkheim que vous reprenez. Oui, vous pouvez bien sûr Alors, répondre. je réponds à la première phrase, hein, l'injonction à tenir un discours scientifiquement neutre vis-à-vis des enjeux sociétaux le dépossède de toute influence. C'est absolument faux, parce que lorsque nous produisons des résultats scientifiques valables, les acteurs peuvent s'en emparer pour avoir des actions pratiques, des actions politiques, et c'est justement dans la mesure où nos résultats sont fiables qu'ils vont pouvoir s'en emparer. Je vous donne juste un exemple. Il y a 2 ans, 3 ans, il y a eu un rapport d'historiens sur le génocide au Rwanda. Bon, le rapport Duclerc, qui a très précisément établi les responsabilités des uns et des autres. Et c'est grâce à l'objectivité de ce rapport et à la qualité du travail que les politiques ont pu s'en emparer pour ensuite en tirer des conséquences pratiques, juridiques, etc., etc. Et donc, c'est justement parce que on produit des résultats fiables grâce à la neutralité, que ces résultats peuvent aider les acteurs. C'est ce que j'ai appelé dans un petit livre qui s'appelle Ce que l'art fait à la sociologie. Au dernier chapitre, mon dernier chapitre s'intitule Pour une neutralité engagée, et où j'explique que c'est justement parce que nous sommes neutres, lorsque nous sommes neutres, que nous pouvons donner aux acteurs des ressources qu'ils vont pouvoir utiliser dans le monde politique. Donc c'est absolument l'inverse de ce que prétend cette première proposition. Ensuite, sociologie critique une meilleure connaissance du monde social, mais aussi sa transformation en monde meilleur. Non, enfin, c'est en effet Ce le ce programme que de je la voulais dire sociologie juste, pardon, critique, qui est la sociologie de Bourdieu, la sociologie comme ouais. sport de combat, mais moi je suis pour une dissociation de ces deux visées. La meilleure connaissance du monde social, c'est en effet une visée scientifique, mais sa transformation en monde meilleur, c'est une visée militante. Les deux sont parfaitement légitimes, à condition de ne pas les mélanger. Elles peuvent d'ailleurs être mobilisées par la même personne. Un chercheur peut très bien avoir une activité de militant à côté de son activité professionnelle. Et d'ailleurs, Max Weber l'a fait, puisqu'il est intervenu dans des journaux pour défendre des positions politiques, mais c'était dans des journaux, c'était pas dans des revues scientifiques, hein. Il a bien fait la différence. Et lorsqu'on me dit, ah, mais même Max Weber n'a pas respecté la neutralité puisqu'il a pris des positions militantes, mais il les a prises dans une autre arène que l'arène scientifique. Donc c'est vraiment une objection qui ne fait que dévoiler l'extraordinaire incompréhension qu'ont beaucoup de gens de cette notion de neutralité axiologique. On dirait qu'ils n'ont absolument pas lu Weber. Bon. Et la dernière phrase, la sociologie ne mériterait pas 1 heure de peine si elle ne devait avoir qu'un but purement spéculatif, qui est, à mon avis, une des bêtises qu'a prononcé Emile Durkheim. Même des très grands sociologues et des grands chercheurs peuvent dire des bêtises. Pourquoi c'est une bêtise? Parce qu'elle dénote un mépris du savoir, un mépris de la connaissance, un mépris de l'idée que le savoir ou la connaissance pourrait être une valeur en soi, hein. Il faudrait il n'aurait de valeur qu'en tant qu'il servirait à autre chose, c'est-à-dire à des buts pratiques. Eh bien non, moi je crois à la valeur de la science, à la valeur du savoir et de la connaissance. Je pense que c'est une valeur en soi qui n'a pas à être subordonnée à un autre but. Et de ce point de vue-là, je pense que Durkheim a vraiment péché par défaut de réflexion ou par volonté, qui était souvent le cas des philosophes à l'époque, de régenter le monde social et pas seulement de produire de la connaissance. Et donc, la neutralité axiologique, moi, je ne dirais pas que c'est un choix personnel du chercheur, c'est une injonction déontologique. Nous sommes une profession, donc nous avons un code de déontologie, et dans ce code de déontologie figure ou doit figurer l'obligation de neutralité. Ceux qui ne le respectent pas, c'est en effet un choix personnel, mais qu'est-ce qu'ils produisent? Ils produisent de la fausse science, ils produisent des travaux médiocres, répétitifs, qui ne font que rappeler en conclusion d'un article ou d'un livre ce qui est déjà dans l'introduction, qui ne découvrent strictement rien, qui se répètent les uns les autres, qui rabâchent, et donc ils produisent de la médiocrité. Alors, ils peuvent personnellement choisir de ne pas être neutres, mais leurs travaux seront oubliés très vite. On pourrait même peut-être dire que pour un certain nombre qui vont peut-être produire des choses sérieuses, en le mélangeant à un discours politique, ils amoindrissent la portée
du sujet. C'est ce qu'on voit, par Absolument. exemple, sur toute une série de controverses autour du climat. Le GIEC a dit qu'il faut faire du nucléaire, pas du nucléaire, du solaire, pas de solaire. Il mélange ce que les scientifiques établissent sur les causes du réchauffement climatique et les impacts de telle ou telle technologie avec un choix de solutions. Et en mélangeant les deux, ils affaiblissent le Tout discours à scientifique. fait. Alors là, on est dans encore une problématique un peu différente qui est celle des différentes postures du scientifique. Il peut avoir une posture de chercheur, donc production de connaissances. Il peut avoir une posture d'expert, qui est donc l'aide à la décision des politiques grâce aux connaissances acquises. Et il peut également, troisièmement, avoir une posture de ce qu'on appelle l'intellectuel engagé, qui va prendre des positions publiques sur des sujets de société. J'insiste sur le fait que ces trois positions sont parfaitement légitimes, toutes les trois. Simplement, il faut ne pas les mélanger. Si on fait ce que j'appelle cette confusion des arènes en mélangeant la posture du chercheur, celle de l'expert et celle de l'intellectuel, on aboutit à des choses extrêmement problématiques et notamment des choix politiques qui prétendent être des propositions scientifiques alors qu'ils sont des choix qui méritent d'être critiqués parce que ce sont des choix politiques et non pas des résultats scientifiques. Alors, j'ai un peu avancé plus vite sur quelques questions pour pouvoir quand même tout traiter. Vous avez pas mal devancé la diapositive suivante où on parlait de l'intellectuel engagé, dans quelles conditions, selon quelles modalités on intervient dans l'arène citoyenne quand on est chercheur. Je posais juste une question qui est pas si simple que ça. C'est la dernière que je vous propose de traiter. Faut-il faire état de ses qualités, par exemple, de chercheur au CNRS, de biologiste à l'INSERM, de sociologue à l'École des hautes études en sciences sociales, quand on prend position dans l'arène citoyenne? On voit des tas de manifestes, de pétitions qui vont dans un sens ou dans un autre, la question n'est pas là, qui mettent en avant, j'ai oublié d'enlever le nom de famille de l'un d'eux, mais qui va mettre en avant chercheur au CNRS, directeur de recherche au CNRS. Ça vous semble légitime, secondaire? Est-ce que c'est autre chose qui va compter? C'est une question passionnante parce qu'on est au cœur du problème, qui est un problème évidemment. Moi, je donne les grandes lignes, mais il y a toujours des situations limites de frontières, hein, toujours problématiques. Mais je voudrais d'abord commenter la citation de Sartre, hein, le devoir d'un intellectuel est de dénoncer la justice partout. Sartre, précisément, n'était pas un chercheur. Sartre, c'était un producteur de textes, disons dont l'apport philosophique est quand même très sérieusement contesté aujourd'hui et dont l'apport politique a été catastrophique. Il s'est trompé sur tout. Bon, donc, c'est évidemment pas une référence et évidemment, il était typique du rôle de l'intellectuel engagé, mais il n'était rien d'autre et en plus, un intellectuel engagé qui a eu des positions hautement problématiques. Donc, c'est pas une référence. Alors, je reviens à votre question et c'est très amusant parce que ce matin même, j'ai eu cette discussion avec notre ami Jacques Robert qui nous écoute sur une tribune qu'il a magnifiquement rédigée et pour laquelle il recueille des signatures. Euh, j'ai accepté de signer la tribune, mais je n'ai pas voulu que le terme de CNRS apparaisse, donc je me présente comme simplement sociologue. Pourquoi? Parce que dès lors que j'interviens dans un média, donc on est hors de l'arène académique, on est dans l'arène publique de la presse, bon, de l'espace public, disons, ou de l'espace civique, ou de l'espace citoyen, dès que j'y apparais sur une question dont je ne suis pas une spécialiste, mais dont je pense en tant qu'intellectuel qu'il y a des prises de position importantes, qu'il y a des problèmes politiques, éthiques qui se posent et que c'est mon devoir de citoyenne d'intervenir, à ce moment-là, je veux bien qu'on mentionne que je suis sociologue, bon, mais je ne veux pas impliquer mon institution parce que cela ne concerne pas mon travail au CNRS. En revanche, il a pu m'arriver de signer, en tant que sociologue au CNRS, des tribunes dans la presse sur des questions relatives à l'art contemporain ou sur des questions relatives à des questions de société sur lesquelles j'ai pu travailler en tant que sociologue. Et là, j'estime que je peux mentionner mon appartenance au CNRS parce que j'estime que j'ai la compétence de chercheur pour intervenir de façon, disons, relativement éclairée, en tout cas en tant qu'experte. Voilà. Donc, ça dépend des situations, ça Mais on dépend est des objets.
Je pense que c'est important, de toute manière, dès qu'on parle de frontières, c'est toujours compliqué, et que dans le second cas que vous avez illustré, c'était bien pour une intervention dans l'arène citoyenne dans laquelle vous estimez que votre compétence apportait quelque chose sur votre discours, et dans l'autre cas, pas. Mais je pense que cette question, elle est... Moi, ma compétence d'expert du sujet, alors que lorsque je signe une tribune sur un sujet dont je ne suis pas spécialiste, c'est ma compétence, comme on dit, d'intellectuel, c'est-à-dire de quelqu'un qui a l'habitude de réfléchir, qui a réfléchi à des, disons, à des questions de valeur, de tenants et d'aboutissants, etc., mais qui n'a pas forcément enquêté sur le sujet. Vous voyez, je Oui. vous donne encore un autre exemple qui vous parlera. J'ai lancé il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans, oui, ou non, l'an dernier, non, c'était l'été dernier, une tribune que nous avons été une dizaine de sociologues à signer, que nous avons publiée dans l'Obs, faute de pouvoir la publier dans Le Monde qui l'a refusée, pour protester contre le fait que l'Association française de sociologie a publié, après les émeutes de juin 2023, donc il y a un peu moins d'1 an, une tribune, enfin une motion plutôt sur le site de l'AFS pour soutenir les émeutiers. Bon, ce qui nous a paru totalement exorbitant du rôle d'un sociologue. Bon. Et donc, nous avons publié une tribune pour protester contre cette motion. Et là, je l'ai signée en tant que sociologue au CNRS, parce que j'estime que c'est ma position de sociologue qui a réfléchi sur ces questions épistémiques de rôle du chercheur, hein, puisque j'ai quand même publié plusieurs livres d'épistémologie, qui m'a permis de pouvoir publiquement dire, bien que ce soit dans un organe de presse, qu'il est anormal qu'un chercheur se présentant comme chercheur prenne des positions politiques au nom de cette position de chercheur. Voilà. Et on a fait la même chose aussi à propos d'un chercheur sociologue, donc ça c'était 2 ans auparavant, qui a pris des positions anti-vax sur des sites anti-vax, bon, en tant que sociologue au CNRS, ce qui me paraît absolument antidéontologique. Et là, on a aussi publié une tribune pour dénoncer cette usurpation d'un statut réel, il est bien sociologue au CNRS malheureusement, mais pour tenir des positions absolument antinomiques d'une position de sociologue sérieux. Alors ça, je crois qu'on en a parlé aussi de ce sociologue qui a beaucoup Il s'appelle intervenu pour Laurent décrédibiliser. Mucchielli. Hein, Oui, oui, bien sûr, on en voilà. a parlé dans notre revue sur la question du Covid. Alors, comme le temps passe, je vais pas pouvoir, je voulais dire 2 mots, mais on va pas le faire sur la déclaration du comité d'éthique du CNRS qui montre que cette question, elle est compliquée. Pour aborder la deuxième partie sur les faits et les valeurs. Donc, dans l'ouvrage que j'ai mentionné au début sur des valeurs, l'ouvrage que vous avez écrit là-dessus, vous distinguez donc bien jugement de fait, jugement de valeur. Vous l'avez expliqué jusque-là. Qu'appelle-t-on valeur dans cette dichotomie entre jugement de fait et jugement de valeur? Et en fait, toujours pareil, question de frontière, peut-on toujours bien distinguer les faits et les valeurs? Alors, ce qu'on peut distinguer assez aisément, on le fait tous dans la vie quotidienne, ce sont justement ces jugements, c'est-à-dire ces énoncés. Quand je dis il fait 19 degrés, j'énonce un fait qui peut être mesuré par un instrument. Quand je dis il fait trop chaud, j'énonce quelque chose qui est de l'ordre d'un jugement de valeur. Bon. Donc, c'est la distinction entre des énoncés descriptifs et des énoncés normatifs. Et on a aussi des énoncés prescriptifs, par exemple, il faut baisser le chauffage. Bon, voilà. Et on sait tous à peu près faire le partage entre ces différents énoncés, ces différentes catégories d'énoncés. Comme toujours, quand il y a des frontières entre catégories, on va toujours trouver un exemple un peu limite, un peu ambigu, mais grosso modo, nous savons faire cette différence. C'est pour ça que je dis qu'un sociologue sérieux doit savoir contrôler son langage pour s'en tenir à des énoncés descriptifs et éviter les énoncés normatifs et les énoncés prescriptifs, sauf en matière épistémologique. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit non pas de, 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 de produire un énoncé qui qualifie l'objet de la recherche, mais de produire un énoncé qui qualifie la façon de traiter l'objet de la recherche, par exemple les méthodes à utiliser, les concepts à utiliser, eh bien à ce moment-là, on est totalement autorisé à avoir des énoncés normatifs et prescriptifs
parce qu'on n'est plus sur le plan du rapport à l'objet, enfin plutôt du traitement de l'objet, on est sur le plan de la façon de traiter l'objet. Et donc, on est sur un plan épistémologique, et l'épistémologie, c'est quelque chose qui a rapport avec la déontologie du chercheur. Et donc, quand je dis que la neutralité axiologique est une injonction qu'il faut suivre, je produis un énoncé prescriptif, doublé d'un énoncé normatif, puisqu'évidemment, ça veut dire que c'est une bonne chose, mais je m'y sens autorisée parce qu'encore une fois, on n'est plus sur le plan axiologique d'un jugement de valeur, mais sur le plan épistémique d'un jugement sur la posture qu'il convient d'observer à l'égard de notre objet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut paraître un peu complexe, mais malheureusement, la question des valeurs, comme je l'ai montré dans mes livres, est une question complexe, mais que l'on peut éclairer avec des typologies et des définitions et des catégorisations relativement claires, me semble-t-il. Oui, j'avais trouvé quelque chose d'amusant, amusant en plus, dans votre ouvrage, c'est, vous disiez, pour reconnaître les valeurs, c'est juste une heuristique, ça se termine souvent en T, liberté, égalité, fraternité, C'est vrai, c'est vrai. neutralité, quelque Oui, part. pas Bon, toujours, mais très pas souvent. toujours, La langue mais française est assez facile pour ça, c'est très souvent le cas. Oui, oui, oui. voilà. Et qu'appelle-t-on valeur? Ben, je donne une définition du mot valeur hein, dans des valeurs. C'est la résultante de l'ensemble des opérations par lesquelles une qualité est affectée à un objet. Ça peut vous paraître compliqué, vous verrez dans le livre comment ça permet de décrire toutes les situations qui renvoient à la notion de valeur. Alors, vous dites quelque chose aussi de très important, et ça revient sur la neutralité axiologique et les deux arènes, c'est qu'on ne peut pas déduire les valeurs des faits. Absolument, ça c'est ce qu'on appelle l'injonction humienne hein, de Hume, qui avait le premier bien spécifié le fait que ce qui est de l'ordre du EEST n'est pas dans la même catégorie ontologique, disons, que ce qui est de l'ordre du doit être. Hein, et que c'est pas parce que quelque chose est EST que ce quelque chose doit être. Hein, et que donc les valeurs relèvent d'une arène, relèvent d'un monde, relèvent d'un type de rapport au monde et aux représentations qui n'est pas le même que celui des faits, tout simplement. Et le chercheur, le scientifique, c'est celui qui s'occupe de faits et non pas de valeur, donc il n'a pas à avoir de position normative, mais il peut s'occuper des valeurs en tant qu'elles sont des faits au sens du rapport des acteurs aux valeurs. Et c'est tout ce que je fais, si je peux me permettre le jeu de mots, c'est-à-dire que mon travail consiste à construire les jugements de valeur des acteurs comme des faits qu'on peut observer, puisque je construis des corpus de jugements de valeur. Je viens de sortir un ouvrage collectif que j'ai dirigé sur les réactions à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Eh bien, nous avons construit des corpus de jugements proférés spontanément par les acteurs à propos de cet incendie, qui nous ont permis d'analyser les valeurs mobilisées par les acteurs pour énoncer ce qu'ils voulaient énoncer sur le sujet. Donc, on peut traiter les valeurs comme des faits, mais comme des faits au sens de représentation axiologique que les acteurs mettent en œuvre dans leur jugement. J'espère que c'est Donc, assez clair. Bon, oui, voilà. corollaire pour être sûr d'avoir bien compris, c'est que la science ne pourra jamais dire quelles sont les bonnes et les mauvaises valeurs, qu'on ne pourra jamais faire reposer une valeur donnée sur des résultats scientifiques, ou on ne pourra jamais dire bah, la science, elle montre que ce combat-là ou cette valeur-là est plus légitime. Absolument. Et ce que vous venez de décrire, c'est ce qu'on appelle le scientisme, c'est-à-dire la prétention à appuyer sur la science des positions normatives. Et donc à dire que la science pourrait avoir réponse à tout, y compris à des questions morales et politiques. Ça, pour moi, c'est du scientisme. Et je pense qu'il faut le refuser parce que la science est toute puissante pour comprendre le monde tel qu'il est, mais me semble-t-il, elle n'a pas sa place pour décider de ce qu'il doit être. Et ça, c'est la place de la discussion morale, de la discussion politique, philosophique, etc., etc. Jacques, est-ce que je peux prendre encore 5 minutes ou... Oui, il n'y a pas de micro, mais je comprends que tu dis oui. On va quand même garder une ou deux questions après sur la troisième partie. Oui, Il oui. restait, non, c'était pas celle-là. J'avais une question, mais elle est tellement basse, peut-être que si vous pouvez répondre en une minute ou deux. Mais finalement, si les valeurs ne se fondent pas sur les faits
et la science ne dicte pas des valeurs, est-ce qu'on ne sombrerait pas dans un relativisme absolu, c'est-à-dire que les valeurs, elles sortent d'où? Et donc finalement, tout est bon, tout et son contraire est bon, et qu'il n'y a plus de valeur dans la société au Alors, sens où... c'est une très bonne question. J'ai essayé de la traiter dans un des chapitres du livre des valeurs. Excusez-moi, il faut que je boive un peu. Et d'ailleurs, c'est une Et citation du livre en question que j'ai mis en matière de valeurs. L'absence d'objectivité absolue ne signifie nullement la subjectivité. Donc, absolument. voilà. L'idée que ne pas avoir d'objectivité des valeurs impliquerait la subjectivité et le relativisme est une idée qui repose sur une vieille erreur, qui est l'erreur naturaliste, qui consiste à penser que soit les choses seraient nécessaires parce qu'elles sont naturelles, soit elles seraient contingentes et arbitraires, hein, et que donc seule la nature nous fournirait la nécessité. Or, on a inventé depuis les sciences sociales et on a bien compris, me semble-t-il, en tout cas pour ceux qui sont un peu familiers des sciences sociales, que nous avons des formes de construction de l'objectivité qui ne reposent pas sur la nature, mais qui reposent sur des normes morales, juridiques, etc., qui reposent sur des institutions, qui reposent sur des collectifs, qui reposent sur toute une histoire du rapport au monde, qui reposent sur des représentations et tout ça, ce sont des phénomènes collectifs, donc qui sont tous subjectifs, parce que des représentations collectives ne sont pas subjectives par définition, puisqu'elles sont partagées par un grand nombre d'acteurs. Ça ne veut pas dire qu'elles sont naturelles, mais elles ne sont pas pour autant arbitraires, tout simplement, encore une fois, parce que elles reposent sur des siècles et des siècles d'élaboration par les acteurs de normes qui sont inculqués, qui construisent ce que Bourdieu appelait l'habitus, etc., qui deviennent des faits objectifs et qui ne peuvent absolument pas être réduits à une subjectivité individuelle. Les valeurs, bien sûr, nous les mettons en œuvre de façon individuelle, mais ces valeurs-là, et je le montre dans mes livres sur les valeurs, elles constituent ce que j'ai appelé une grammaire axiologique très limitée que nous partageons tous. Nous avons à notre disposition des ressources qui sont donc les principes axiologiques que nous suivons, que nous partageons absolument presque tous et que simplement que nous ne mettons pas en œuvre de la même façon au même moment sur les mêmes objets. Et donc ces ressources sont exactement comme la grammaire en linguistique, des ressources partagées qui n'ont rien de subjectif. C'est comme si vous disiez que le langage est purement subjectif parce que le signe n'est pas naturel, mais il est arbitraire. Mais non, le signe est arbitraire, Saussure l'a bien montré, il n'est pas pour autant subjectif. Il n'y a rien de plus collectif que la langue. D'accord. Alors, merci. Dernière partie, et ça sera forcément frustrant vu le sujet, on va passer peu de temps. Donc, j'ai mis des guillemets à wokisme. Alors, juste en préambule, donc j'ai lu aussi ce livre-là, Le wokisme serait-il un totalitarisme? Donc, on a parlé de séparation des arènes. Je mets un extrait de l'ouvrage. Rien n'interdit à l'enseignant ou au chercheur d'exprimer ses positions. Et c'est bien ce que je fais ici dans cet ouvrage, relevant non de la recherche, mais de l'engagement citoyen. Donc les choses sont claires, c'est écrit page 71 du livre. Donc on n'est plus dans l'arène que j'ai symbolisée à gauche du chercheur, mais dans votre engagement. Et donc, bien sûr, votre engagement n'engage que vous dans cette discussion-là. Mais je crois que c'est important de le préciser et vous le précisez explicitement dans l'ouvrage. Alors en fait, la première question que j'ai envie de dire, le sujet devient maintenant très sensible et qu'on parle de wokisme, que ça soit enfin, quelle que soit sa position dans le débat citoyen, voilà, on ne sait plus de quoi on parle. Qu'est-ce que, comme je veux dire, là, avec la casquette de sociologue, vous cherchez quand même à bien définir les termes, c'est important. Oui. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire, pour vous, quand vous parlez de wokisme, de quoi parlez-vous? Quel sens a ce terme? Bon, question courte, réponse probablement compliquée. Vous, vous avez raison de souligner que j'ai essayé d'utiliser mes compétences de sociologue pour définir mon objet et pour expliquer et expliciter en quoi cet objet pose un problème politique. Et donc, j'ai essayé d'utiliser disons, cette compétence à l'observation, à l'analyse, à la définition, pour étayer une position politique, hein. Et donc, on voit bien là comment on peut parfaitement utiliser un travail analytique de recherche pour
étayer des positions politiques. Ça n'est absolument pas incompatible, à condition que ces positions politiques soient bien exprimées dans un contexte citoyen, politique, et non pas dans un contexte scientifique. Je n'ai jamais publié le moindre article sur le wokisme dans une revue scientifique, par exemple, hein. Je m'en suis bien gardée. Tout ce que j'ai publié sur la question du militantisme dans la recherche, du wokisme, etc., je l'ai fait dans des revues ou dans des collections qui relèvent de l'engagement et non pas de la recherche. Et donc, pour revenir au wokisme, en gros, c'est la conjonction entre une définition communautariste de la citoyenneté, où les individus seraient définis par leur appartenance à des communautés et des communautés considérées comme victimisées, que ce soit des communautés de femmes, enfin de sexe, d'orientation sexuelle, de couleur de peau, etc., etc. Donc la conjonction de ce découpage communautariste avec une obsession pour la domination et une interprétation systématique du monde social comme étant organisé autour de l'opposition entre dominant et dominé ou bourreau et victime, en gros. Bon. Et quand vous croisez ces deux caractéristiques, vous obtenez le wokisme, c'est-à-dire un rapport au monde basé sur la culpabilisation des dominants et la victimisation de tous ceux qui seraient censés appartenir à, entre guillemets, j'aime pas ce mot, donc je le mets entre guillemets, une communauté, et une communauté définie par une situation de discrimination. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discrimination, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas de collectif, bien sûr, mais ce n'est pas la seule grille de lecture au monde, et il y a de la place aussi pour un idéal universaliste que j'essaye de défendre dans mes productions engagées, disons, et pour un idéal scientifique de la neutralité de la science, et pour un idéal démocratique de la liberté d'expression, un idéal que le wokisme piétine systématiquement parce qu'il n'y a pas de wokisme sans ce qu'on appelle la cancel culture, c'est-à-dire la culture de la censure que pratiquent systématiquement ceux qui se nomment eux-mêmes aux États-Unis les woke, savoir les éveiller, hein, woke, c'est être éveillé aux discriminations, et qui, au nom de leur éveil aux discriminations, se permettent de censurer tous ceux qui, à leur avis, ne pensent pas comme il faut. Voilà. Je suis allée très vite, hein, parce que... Oui, il y a tout un ouvrage que vous avez écrit là-dessus. Vous dites d'ailleurs en sous-titre de l'ouvrage L'enfer woke est pavé de bonnes intentions. Donc, vous vous rappelez dans l'histoire de ce terme que, au point de départ, ce que vous critiquez à la fin est quand même pavé d'un certain nombre de Tout à fait, motivations. absolument, ce sont des positions absolument progressistes que je partage, comme beaucoup de gens, de lutte contre les injustices, de lutte contre les inégalités inéquitables, etc. Mais c'est une défense de ces positions faite d'une façon, à mon avis, inacceptable, parce que basée, encore une fois, sur une philosophie communautariste, sur une réduction absurde et monolithique du monde à la question de la domination, et sur un mépris total de la démocratie et de la science, ce qui fait quand même beaucoup. Alors, il y aurait beaucoup à dire, notamment, vous l'évoquez, sur la différence que cette affaire prend entre la France et les USA, où aux USA, c'est plus marqué entre, je dirais, la droite très conservatrice qui s'en prend au wokisme. En France, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on sort largement du débat qui relève de la FIS, hein. Je pose un certain nombre de questions, mais on n'est plus sur ce terrain-là. Donc, je voudrais terminer par une dernière question, qui est celle qui est marquée en bas. Le wokisme, pour vous, est-ce que c'est un terme utile dans le débat citoyen, on le comprend, mais est-ce qu'il a un sens dans je dirais, dans l'arène scientifique? Est-ce que c'est un objet scientifique, un terme scientifique pour vous, et à quelles conditions Alors, le problème de ce terme-là, c'est que autant le mot woke a été revendiqué par ceux qui portent ces conceptions, notamment aux États-Unis, puisque le mouvement est venu de là, autant le mot wokisme n'a été utilisé que par les adversaires des woke. Et donc, notamment aux États-Unis, la droite, voire l'extrême droite. Bon. Et c'est tout le problème aujourd'hui pour nous, c'est que lorsque nous combattons le wokisme, pour d'excellentes raisons à mon avis, y compris et surtout lorsque nous sommes de gauche, ce qui est mon cas, c'est très difficile parce que l'anti-wokisme a été immédiatement connoté de droite. Bon. Et c'est le grand problème aujourd'hui auquel on se heurte pour faire comprendre
à nos collègues et à nos proches que c'est pas bien qu'on soit de gauche qu'il faut être anti-woke, c'est parce qu'on est de gauche qu'il faut être anti-woke. Voilà, c'est un petit peu la conclusion de mon livre. Alors, est-ce que c'est un terme scientifique ou politique? Tout dépend de la façon dont on l'utilise. Dans mon livre, je l'utilise plutôt comme de façon politique, puisque j'essaye de montrer en quoi il est extrêmement problématique d'un point de vue politique. Mais si on prend simplement le travail de définition du terme, d'analyse, de description de la façon dont il est monté dans l'espace public, de comptabilisation de tous ceux qui se réclament de ça, on peut parfaitement faire un travail de sociologie tout à fait rigoureux sur ce terme-là. Ce n'est pas un travail que j'ai fait parce que moi, je voulais m'engager politiquement contre ce phénomène. Voilà, je vais te redonner la parole, Jacques. Je termine juste par une citation d'un livre sur, je dirais, les conséquences à l'université, et ça nous ramène au sujet initial. Le remplacement de l'organisation en discipline, c'est-à-dire les fameuses studies qui sont issues de ce mouvement que vous décrivez, conduit au remplacement de l'organisation en discipline, par exemple littérature, philosophie, histoire, sociologie, etc., par des études, les studies, études de genre, études LGBT, études décoloniales, etc., qui tendent à s'affranchir des exigences et des normes scientifiques des disciplines traditionnelles. Donc, je renvoie à votre livre pour ceux qui sont intéressés, mais il y a aussi une partie de la discussion sur les normes académiques et les normes scientifiques quand on introduit cette problématique à l'université, selon vous. Oui, parce que les studies aboutissent à un renfermement des problématiques, des travaux, etc., sur des objets extrêmement limités, par exemple, alors le genre, hein, bon, qui peut être considéré comme un gros objet, mais c'est toujours un peu le même type de réflexion sur la discrimination contre les femmes, etc. Bon, et dans une extraordinaire inculture de concepts, de problématiques, de méthodes, de bibliographie extérieures à ce domaine extrêmement délimité. Et donc, on voit des gens, s'il suffit de regarder les bibliographies des études de genre, c'est toujours la même chose hein, qui tourne, et on voit des gens qui ne font que répéter des choses qui ont déjà été dites, qu'on connaît très bien, et qui ne se rendent pas compte à quel point ce qu'ils produisent n'est pas du savoir, mais de la répétition de slogans, pour aller vite. Hein, voilà. Donc, enfin, je suis un peu Non, non, mais péremptoire, mais voilà. en plus, voilà, le temps. Jacques, désolé, j'ai largement Non, non, dépassé le temps, mais je te laisse remonter les questions. Jean-Paul, le temps est passé très vite. Merci Nathalie, c'était absolument passionnant et très clair souvent. Euh, pour des gens innocents, c'était parfait. Alors, il y a deux questions, enfin, il y a plusieurs questions qui tournent autour de tout ça, autour de la neutralité axiologique. Je vais les lire. Comment reconnaître un chercheur se prétendant neutre sur le plan axiologique, mais qui ne l'est pas en réalité? Exemple, le cas de Kenneth Zucker, le schénaire transphobe, qui prétendait produire des résultats neutres, mais dont les patients ont témoigné et démontré comment il avait en réalité influencé ces résultats par des biais partisans. Et un autre, seuls les pairs autrui peuvent estimer qu'un chercheur est neutre ou non. L'auto-évaluation me semble illusoire. Nathalie, qu'en pensez-vous? Alors, je commence par la seconde proposition. Elle n'est pas illusoire, elle n'est pas toujours facile, parce que l'exercice de réflexivité sur soi-même est compliqué, parce qu'on est plongé dans ses propres habitudes de pensée, et donc on n'a pas forcément la distance nécessaire, mais comme je l'ai montré à propos du choix de certains termes, on peut parfaitement réfléchir à la normativité, à la connotation de ce qu'on dit, et travailler à plus, hein, c'est une visée de neutralité. On n'est pas soit neutre complètement, soit pas neutre du tout. On est dans une visée de neutralité et je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Mais bien évidemment, comment dire, la sanction par autrui est fondamentale. Nous savons tous que nous travaillons dans un monde où nous sommes soumis, heureusement, à l'évaluation par les pairs et au regard de nos pairs. Et grâce à cette évaluation, eh bien, nous avons des repères, c'est le cas de le dire, sans jeu de mots, qui nous permettent de mieux mesurer le degré de réussite de notre visée de neutralité. Hein. Et moi, je suis ravie quand des collègues me disent, mais là, est-ce que tu es sûr que c'est bien une analyse et pas un jugement de valeur? Est-ce que tu n'es pas un peu influencé, etc. Bon, on a tous ce rôle à jouer qui est un rôle de vigie hein, de la neutralité et c'est important de le faire. Alors, la première question m'étonne un peu parce que franchement, pour ce qui est de
du biais partisan sur la question de la transidentité. Je suis de très près les débats aujourd'hui sur le transactivisme, notamment via le site de l'Observatoire de la Petite Sirène. Il me semble que les biais, disons, politico-moraux, normatifs sur ce sujet-là sont beaucoup plus des biais de transactivistes que des biais de ce qu'on appelle les transphobes. Et le mot même de transphobe est le mot utilisé par les transactivistes pour stigmatiser et discréditer toute forme de scepticisme ou de réserve ou d'interrogation sur, par exemple, la légitimité de traitement sur des mineurs, sur des enfants, que l'on va soumettre à des traitements médicamenteux, voire chirurgicaux, au motif qu'ils se sont découverts ce qu'on appelle quelquefois une dysphorie de genre et dont le terme même est de plus en plus contesté par des spécialistes. Et c'est d'ailleurs le sujet de la tribune qu'a lancé ce matin Jacques Robert, à juste titre, parce que là, on a vraiment un détournement d'études soi-disant scientifiques et qui sont systématiquement biaisées par des militants de la transidentité. Donc voilà, on peut le reconnaître et il suffit de lire le site de la Petite Sirène pour voir comment des spécialistes, psychanalystes, psychologues, pédiatres, physiologues, enfin spécialistes de chirurgie, etc., endocrinologues, démontent les soi-disant arguments des transactivistes pour mettre en évidence le fait que leurs positions sont des positions de détournement de la science au profit d'une cause politique. Oui, bien sûr, bien sûr. Mm. Alors, une question très longue. Je n'ai pas tout compris, mais on vous demande votre avis. Alors, je vous la pose. Dans le cadre d'un cours universitaire d'épistémologie en sciences politiques, j'ai dû m'intéresser aux épistémologies du sud de Buenaventura de Sousa Santos, qui semblent avoir un certain écho, notamment avec des recherches actions radicales du Théâtre Forum. Une partie de l'université de Paris 8 propose des doctorats dans le cadre de ces épistémologies. Avez-vous un avis sur ces épistémologies? C'est tout sauf de l'épistémologie, hein. Alors là, c'est vraiment le jargon pseudo-scientiste utilisé par des académo-militants pour justifier la présence dans l'enceinte académique de choses qui n'ont strictement rien à voir avec la production ou la transmission des connaissances. Bon, alors, les épistémologies du sud de Boaventura, on est vraiment dans le mouvement décolonial, hein, qui, sur la base, là encore, d'une sensibilité parfaitement légitime à la question de la colonisation, va interpréter toute forme de rapports sociaux en termes coloniaux, bon, et qui évidemment pose un certain nombre de problèmes aujourd'hui. Alors, des recherches-actions radicales, déjà, recherche-action, je tique un peu parce que ou bien on est dans la recherche ou bien on est dans l'action, mais là, on est vraiment dans le détournement de la visée scientifique vers des visées politiques. Alors, en plus, le mot radical, moi, là, pour le coup, ça sent tout à fait sa sociologie critique radicalisée. Bon, voilà, on est vraiment dans tout l'éthique de la gauche radicale qui ne devrait pas avoir leur place à l'université. Voilà. Mais comment se fait-il, alors c'est moi qui pose la question là, comment se fait-il qu'elle a si facilement sa place dans l'université? Parce que, alors, c'est une très bonne question et on n'aura pas le temps de la traiter, mais quelques pistes quand même. D'abord, ce n'est pas toutes les universités. Paris 8 est un antre disons, du radicalisme, de l'académo-militantisme radical, hein. C'est une des universités les plus atteintes par ce virus. Bon, pardon pour la métaphore. Sciences Po est en train de le devenir, hein. Vous en avez eu quelques échos. Bon, donc, ce n'est pas toutes les universités. Et donc, il y a des lieux où on a laissé se faire cet entrisme parce que probablement, je pense que pour certaines personnes, le fait d'être totalement dans un engagement politique a une légitimité supérieure au fait d'être engagé dans la production des connaissances. Et pour eux, il est beaucoup plus authentique et beaucoup plus louable d'être un militant
que d'être un chercheur. Et on a laissé s'introduire cette conception des choses dans l'université. Alors ça s'est fait, je décris ça dans le petit tract chez Gallimard, ce que le militantisme fait à la recherche. J'ai décrit les différents moments, hein, depuis, disons, mai 68, ou même avant avec le stalinisme, d'investissement du militantisme dans le savoir. Avec le stalinisme, ça a été Lysenko, hein, le lysenkisme a été un exemple absolument frappant de cette militantisation du rapport au savoir. On a eu les années 70 avec le militantisme d'extrême gauche, et puis donc on a eu le stalinisme, bon, bien sûr, et puis on a aujourd'hui, alors on a eu l'inflexion de la sociologie critique, notamment de Bourdieu, vers l'académomilitantisme, épaulé en cela par une partie de l'anthropologie, pas toute heureusement, mais qui a décidé qu'il ne fallait pas seulement étudier les peuples du tiers-monde, mais aussi prendre position pour eux et les aider dans leur lutte pour l'émancipation, donc confusion des arènes. Hein, bon. Voilà, donc peu à peu, c'est mis en place une, oui, une invasion, si on peut dire, du monde académique par cet académo-militantisme dont on souffre énormément aujourd'hui. On revient aux intrusions diverses dans les organismes de recherche. Quel est le rôle et la légitimité des comités citoyens au sein des organismes de recherche? Un chercheur dans une structure collective de recherche est-il vraiment libre de faire des choix de sujets à investiguer compte tenu de sa dépendance économique et des objectifs de la structure? On revient à cette liberté. Existe-t-elle? Quelles sont les pressions, en fait, dans les Alors, structures? c'est la question de la liberté académique qui est très importante. Mhm. Alors, j'y ai consacré, pour ceux que ça intéresse, un petit opuscule qui s'intitule Défendre l'autonomie du savoir. C'est une note pour Fondapol et c'est en ligne gratuitement. Donc, si vous faites note pour Fondapol, vous tapez mon nom et vous tomberez sur Défendre l'autonomie du savoir, où je développe cette question de la liberté académique en expliquant qu'au départ, la liberté académique a été pensée, notamment aux États-Unis, comme une défense de l'autonomie de la recherche contre les intrusions extérieures, qu'elles soient religieuses, morales, politiques ou économiques. Bon. Et donc, avec l'idée qu'il faut que pour produire de la vraie science, eh bien, il faut absolument que le chercheur soit libre de construire scientifiquement ses objets et de ne pas soumettre ses résultats à des impératifs extérieurs. Le problème aujourd'hui avec l'académo-militantisme, c'est que la liberté académique est menacée de l'intérieur du monde académique par les chercheurs qui prétendent orienter les choix d'objets et même les choix de résultats en fonction d'objectifs politiques et non pas d'objectifs scientifiques. Et c'est ça qui nous guette et qui est malheureusement extrêmement problématique. Donc moi, mon souci, c'est moins les objectifs de la structure, le CNRS, je ne sais pas quels sont ses objectifs en matière de sociologie, j'ai jamais eu d'instruction de ce côté-là, mais c'est plutôt la pression des pairs, hein, la pression d'un certain nombre de pairs, des revues dans lesquelles on peut publier. Il y a des revues, par exemple, dans lesquelles il est hors de question que je publie. Bon, ça, c'est clair. Voilà. Donc, pour moi, alors quel rôle et légitimité des comités citoyens au sein des organismes de recherche? Aucun. On n'a pas à avoir de comité citoyen. C'est une parfaite confusion des arènes. Bien Alors, compris. on peut en revanche comprendre que les pouvoirs publics aient un souci d'orienter un certain nombre de recherches, pas toutes, vers des objets qui méritent, disons, dont la société a besoin pour prendre de bonnes décisions politiques. Bon. Et il n'est pas illégitime qu'on flèche des crédits de recherche vers la question du changement climatique, par exemple. Ça me paraît parfaitement légitime, à condition que toute la recherche ne soit pas impactée par cette orientation par le politique et qu'on garde une marge importante de recherche autonome, c'est-à-dire dont les objets soient définis par les chercheurs eux-mêmes. Et pour ça, il faut absolument reconstruire une politique de crédit récurrent et non pas de crédit sur appel à projet, parce que on le sait tous à quel point l'orientation de la recherche uniquement par des appels à projets est évidemment une atteinte énorme à l'autonomie de la science et du coup à la liberté Mais académique. je crois que vous l'avez déjà abordé tout à l'heure. Euh, la frontière entre le militantisme
et les travaux de recherche. Je crois qu'on ne va pas y revenir. Juste quand même un point avant. Bien Je veux sûr, revenir vas-y. sur la question juste précédente. Oui, oui, absolument. J'ai pu observer que en a priori militaire, on ne publie généralement. On peut dire que c'est pas le propre des chercheurs dits militants. C'est-à-dire que ce Ah biais oui, absolument. de publier finalement ce qui va dans le sens de ces hypothèses, c'est peut-être une forme de militantisme, on peut dire, mais c'est un biais humain, j'ai envie de dire, d'être plus, je veux dire, avoir tendance à publier ce qui va confirmer l'hypothèse qu'on a prise au départ que le reste. Alors, on peut dire que c'est une forme de militantisme, mais je voudrais pas qu'on réserve. Non, Voilà. vous avez raison, c'est pas forcément militant. En revanche, c'est orienté et c'est orienté non pas par le souci de produire encore une fois du savoir objectif, mais par Voilà. l'envie de voir conforter les hypothèses qu'on a développées pendant des Voilà, voilà. années. On n'a pas envie qu'elles soient comment dire, disqualifiées par les résultats. Et je crois que c'est ça la différence entre un vrai chercheur et un faux chercheur. Le vrai chercheur, il est curieux. Il a envie, il a envie de comprendre, il a envie de savoir. Il n'a pas juste envie que son idée de départ soit confirmée. Voilà, c'est juste la différence entre un bon chercheur et un médiocre chercheur. C'est une auto-valorisation, en fait. Oui, absolument. Et voilà, ça m'intéresse aussi bien. Le, c'est un de nos amis vétérinaires qui pose cette question-là. La déontologie du chercheur est-elle réellement opposable? A-t-elle de l'efficacité? Je veux faire le distinguo avec celle du médecin qui, lorsqu'elle est enfreinte, est susceptible de sanctions. Oui, c'est une excellente question parce qu'en fait, on a potentiellement une déontologie, même si elle n'est pas explicitée dans des textes, nous avons tous en tête l'abstention du plagiat, le fait d'avoir pris connaissance des travaux précédents, etc., de citer, bon, bref, on a une déontologie, de se soumettre au jugement des pairs, etc. Bon, le problème, c'est qu'on manque de sanctions, hein, et on sait tous que un chercheur qui produit rien pendant des années, ça va être très difficile de le sanctionner, et qu'un chercheur plagiaire, c'est très compliqué à sanctionner parce que on préfère toujours ne pas faire de vagues, hein, comme on le sait tous très bien. Et là, à mon avis, il y a aussi, pour améliorer les choses, il faudrait renforcer des procédures d'évaluation qui puissent déboucher sur des sanctions effectives. Et comment peut-on renforcer les procédures d'évaluation, justement? Écoutez, il faut demander ça aux responsables de l'HCERES. Je ne suis pas assez spécialiste. J'ai un peu travaillé la sociologie de l'évaluation, parce que quand on fait la sociologie des valeurs, on est obligé. Mais bon, voilà, c'est très complexe. On sait à quel point les organismes de recherche se heurtent à d'énormes problèmes en matière d'évaluation de la recherche. On ne va pas aborder ça maintenant, mais Non, bien sûr, bien sûr. il y a Non, non, mais vraiment bien un sûr. énorme travail à faire là-dessus. C'est une question un peu. Mm. Je crois que nous avons terminé. Non, dans le chat, il y avait une discussion mais après je vais poser la question que j'ai vue aussi, sur effectivement détecter quelqu'un qui dit je respecte la neutralité axiologique, mais en fait, de fait, il ne le fait pas. Si on laisse de côté l'exemple qui a été donné, je pense que c'est une vraie question. Vous avez évoqué la question des revues par les pairs, mais je pense que c'est toujours le problème des frontières. C'est jamais simple. Et je veux dire, la neutralité axiologique, on pense toujours la respecter et pourtant, je veux dire, on n'est pas forcément le meilleur auto-évaluateur. Euh, Mm. la question que j'ai vue passer, mais que je m'étais posée en lisant certaines de vos prises de position, vous faites référence dans certaines des prises de position, là, pour le coup, dans l'arène politique, à la psychanalyse. Or, ici, je veux dire, il y a pas mal de gens qui pensent que la psychanalyse n'a peu de base scientifique. Voilà, je vous transmets cette question que j'ai vu passer dans le chat. Est-ce que ça vous paraît quelque chose qui peut réellement appuyer une position Écoutez, moi, je ne me pose pas la question de savoir si elle a des bases scientifiques, mais je sais qu'elle a des effets pratiques qui peuvent être formidables. J'ai fait moi-même l'expérience et j'en suis très heureuse. Donc, je sais par expérience que ça peut avoir des effets très, très positifs. Comment ça marche, on ne sait pas très bien, mais c'est le cas. Donc, lorsqu'on a affaire à des adolescents, voire à des enfants qui sont dans une souffrance identitaire énorme, qui ne savent pas s'ils sont un garçon ou une fille, qui se sentent mal dans leur peau, etc.
je pense qu'un petit passage par le psy, avant de passer par la chirurgie ou le traitement hormonal, c'est quand même bien préférable. Voilà. Voilà, En tout je cas, c'est beaucoup vois. moins Deux dangereux. choses, là. Vous parlez de deux choses, si je puis me permettre. Oui, On va pas, oui. on refera quelque chose autour de tout ça, parce que non, votre réponse ne me convient pas non plus tout à fait. Mais on est, Pour le dire en deux mots, en tant que médecin, le témoignage d'un patient ou d'une personne n'est pas valeur de genre là-dessus. Et je pense qu'il y a une chose sur laquelle on sera peut-être d'accord, le passage par un psy, il faut terminer le psy quelque chose. Et là, pas mal de gens seront d'accord pour dire qu'une prise en charge psychologique, psychiatrique faite sur des bases scientifiques peut être quelque chose d'utile. Toute la Absolument. question et le débat, c'est la psychanalyse n'a pas ce statut scientifique. Donc voilà, mais c'est un autre débat. On peut en J'étais un peu parler, mais c'est un autre débat. restons voilà. là. Oui. Si vous Voilà. voulez. Mais bon, fallait poser la question parce qu'elle a été posée et Oh comment non, faire non, mais ça. bien sûr, absolument. Alors, j'ai d'autres questions, en fait, hein, qui viennent au fil de l'eau. Considérez-vous que René Girard a apporté à la recherche, en mettant en question les théories de Freud et de Claude Lévi-Strauss avec le désir mimétique? Ah, moi, je suis très, très fascinée par la théorie du désir mimétique de Gérard. Je pense qu'il a mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement fort. Son livre Mensonges romantiques, vérité romanesque est passionnant de ce point de vue-là. Voilà, il a eu quelques intuitions remarquables. Celle sur le bouc émissaire aussi est très, très bien. Voilà, moi, je pense que voilà, c'est comment dire, c'est la force des humanités, hein, qui ne sont pas forcément des sciences, mais qui sont des disciplines de pensée qui de temps en temps, alors, souvent ça produit des discours pas très intéressants, mais de temps en temps, chez certains auteurs, ça produit des intuitions géniales et extrêmement éclairantes. Et c'est le cas avec René Girard, de mon point de vue. Eh bien, je vais finir Juste cette une question-là. Vas-y, question, parce vas-y, que je la Paul. vois et elle me paraît intéressante. Dans les conseils de lecture, on a mentionné vos ouvrages, on les a cités. Je redis ici, hein, j'en ai lu 4 pour préparer ça et je trouvais ça argumenté, précis, clair, etc. Mais la question D'accord. de spectateur, c'est dire, en dehors de vos propres ouvrages, sur ces sujets-là, qui recommanderiez-vous comme ouvrage grand public, par exemple sur la neutralité axiologique, sur ces questions-là? Sur la neutralité axiologique, il n'y a pas grand-chose de grand public parce que c'est un problème d'épistémologie, donc par définition, ça ça concerne pas tellement le grand public, mais j'ai essayé d'en traiter dans ce que le militantisme fait à la recherche, qui est un pamphlet, donc qui est parfaitement lisible, me semble-t-il, par des non-spécialistes. Aussi mon petit texte sur l'autonomie du savoir. Mais à part ça, je ne peux pas vous donner de référence parce que précisément, c'est pas quelque chose qui est une lecture grand public. Voilà. Eh bien, voilà. Merci beaucoup. J'ai tenu parole. Il est 21h25. Donc, je vais pouvoir vous libérer, Nathalie. Merci Bon, infiniment. Je suis le porte-parole de beaucoup de spectateurs qui sont absolument ravis de la qualité de notre intervention, de votre intervention surtout. Eh ben, écoutez, à bientôt à tous. Merci infiniment. c'est moi qui vous remercie de votre invitation et je me remercie à tous les spectateurs et participants. Voilà. À bientôt.